Bonjour à tous, Antoine de l'expertcomptable.com. Bienvenue dans ce webinaire tout d'abord. Je suis consultant au sein du cabinet. Je suis accompagné de ma collègue Laura qui sera là pour répondre à toutes vos questions par rapport au sujet qu'on va aborder. Ne pas hésiter à lui poser des questions sur le chat. Vous avez un petit point d'interrogation sur la droite. N'hésitez pas, elle est là pour ça. Vous pouvez la solliciter. Également, n'hésitez pas à remonter les problèmes s'il y a des problèmes de connexion ou autres, des problèmes qui sont plus d'ordre technique. Il faut surtout pas hésiter. Donc, le sujet de ce webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est comment choisir son statut juridique. Alors, c'est une question légitime qui est énormément posée chez les nouveaux créateurs d'entreprises qui veulent se lancer en indépendant. Et on va éclaircir aujourd'hui ce point par rapport à tous les statuts que vous pouvez rencontrer et alors tenant et aboutissant par rapport à ça. Donc, on va défiler ensemble la slide, sachant que même s'il y a des retardataires qui viennent en cours de route, ne pas s'inquiéter surtout, il y aura un lien qui vous sera envoyé avec la diffusion, la rediffusion plutôt, le replay du webinaire. Premièrement, un petit sommaire par rapport à ce qu'on va aborder en termes de sujet aujourd'hui. Donc, on va redescendre tout ce qui est formes juridiques les plus usuelles, qui sont les plus utilisées en France pour la création d'entreprise. Alors, l'entreprise individuelle, l'EURL SARL, la SAS et la SASU. On va également voir les impacts du choix des statuts par rapport à ces différentes formes juridiques. Alors, en termes de responsabilité des associés, très important, en termes de régime fiscal également, et de statut social du dirigeant. Et enfin, à la toute fin de ce webinaire, on abordera le statut du régime micro, donc l'auto-entreprise, ce qui peut être intéressant à aborder également. Alors, au niveau des formes les plus usuelles en France, vous avez devant vous un graphique qui représente de 2009 à 2018 un petit peu la répartition en termes de structure juridique. Donc, on voit que ça reste assez stable, même si ça fluctue un petit peu d'année en année. Donc voilà, je vous laisse un petit peu en prendre connaissance et puis regarder ce qu'il en est par rapport à ça. Donc, on verra ce qu'il en est aussi sur 2019, une fois que l'année sera écoulée. Alors, en termes de forme juridique, la première qu'on va aborder, c'est l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne physique, vous, qui déclare à l'administration que vous allez exercer une activité professionnelle, tout simplement. Donc, il n'y a pas de statut à diriger, au contraire d'une société. Il n'y a pas de capital social, il n'y a pas d'apport à apporter directement, et il n'y a pas de création de personne morale. Le compte bancaire, lui, professionnel est au nom du dirigeant, directement. Et au niveau du statut social, on est ce qu'on appelle TNS. Donc, le dirigeant est TNS. TNS, c'est quoi? C'est travailleur non salarié. C'est-à-dire que vous cotisez auprès de la sécurité sociale des indépendants. En termes d'avantages, par rapport à l'entreprise individuelle, c'est le processus de création qui est extrêmement simple, parce que c'est juste un formulaire à envoyer à l'URSSAF qui fait office de CFE. Donc, c'est vraiment un avantage par rapport à ça. Et il n'y a pas d'assemblée générale à tenir à chaque clôture de compte. En termes d'inconvénients, par contre, l'entreprise individuelle est assez limitée sur certains aspects, notamment par rapport au patrimoine personnel et professionnel qui est confondu. Il y a une confusion du patrimoine, donc forcément, ça implique une plus grande responsabilité en cas de souci, en cas de dette auprès de l'administration ou des organismes sociaux. Ils peuvent venir vous embêter sur vos biens perso. Donc, en ce sens, c'est vraiment un inconvénient. Et en entreprise individuelle, il n'y a pas la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, ce qui, en termes d'optimisation, est un peu plus limité forcément qu'une structure à l'impôt sur les sociétés. Parce que là, on va directement imposer son bénéfice sur l'impôt sur le revenu. Donc, je le répète, mais n'hésitez pas à poser des questions à Laura. Si vous voulez approfondir certains points, il n'y a vraiment pas de souci. Elle est là pour y répondre. Également, autre forme juridique qui sont peut-être un petit peu plus connues du grand public, l'EURL et la SARL. Alors, l'EURL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La SARL, c'est la même chose, sauf qu'il y a plusieurs associés. Donc, c'est une personne morale. C'est pas vous en tant que personne physique, c'est vraiment une personne morale qui est créée. Les statuts, par contre, de l'URL sont assez stricts.
il y a des règles qui imposent leur contenu. Il n'y a pas de capital minimum à apporter. On peut très bien apporter 1 euro, même si évidemment, ce n'est pas conseillé. Et en termes d'associés, on est entre 1 et 100. Le patrimoine, lui, est distinct. Donc, patrimoine personnel distinct du patrimoine professionnel. Donc, c'est l'intérêt de créer une personne morale, bien évidemment. Le compte bancaire, lui, est au nom de la société. Il n'est pas à votre nom propre. Et au niveau du statut social du dirigeant, là, c'est la même chose que pour l'entreprise individuelle. Vous êtes TNS, donc travailleur non salarié, et vous cotisez auprès de la SSI directement. Autre caractéristique par rapport à l'EURL et la SARL, c'est que les associés existants doivent agréer les nouveaux associés s'ils veulent s'intégrer à la société. En termes d'avantages, donc on y a un petit peu répondu, mais forcément il y a la protection du patrimoine, étant donné qu'on crée une personne morale qui est distincte de la personne physique. Le coût des cotisations sociales sur la rémunération du dirigeant en EURL est assez limité, donc c'est plutôt un avantage parce qu'on est aux alentours de 40%. Donc pour 1 000 euros net dans la poche de rémunération en EURL, on va avoir 40% de cotisation sociale, donc ça va faire un coût global de 1 400 euros à la société. En termes d'inconvénients, c'est la rigidité des statuts qui peut être problématique dans certains cas. Ça dépend des activités et de ce que vous voulez intégrer dans les statuts, bien évidemment. Et autre inconvénient, c'est qu'en URL, les dividendes sont soumis à cotisation sociale pour la partie qui excède 10% du capital. Donc là également, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en URL, la prise de dividendes. Et une autre problématique qui elle, est un petit peu moins formelle, on va dire, c'est au niveau de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Alors quand on roule avec eux, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des problèmes par rapport aux appels de cotisation, etc., c'est toujours un petit peu une usine à gaz pour les contacter et puis pour arranger tout ça, faire le recalcul, etc. Donc c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs sont un petit peu réticents sur le URL, justement à cause de la SSI qui parfois pose un peu de problème. Autre forme juridique que vous devez également connaître, c'est la SAS et la SASU. Donc, SAS et SASU, c'est la même chose, sauf qu'en SAS, bien sûr, c'est quand ça concerne une société qui a plusieurs associés. La SASU, c'est un seul associé. Alors, c'est une personne morale également, au même titre que l'URL. Les statuts là sont beaucoup plus flexibles, par contre, que l'URL. Par rapport à ça, c'est vraiment des statuts à la carte. Il n'y a pas de capital minimum à apporter à la création de la société. Et là, il n'y a pas de limite au niveau du nombre d'associés. Le patrimoine est également distinct entre le pro et le perso. Donc ça joue aussi dans les avantages, hein, comme on vient de le voir précédemment. Le compte bancaire, lui, est au nom de la société également. Et là, la différence, c'est notamment au niveau du statut social du dirigeant. Là, vous êtes assimilé salarié, mandataire social en tant que président ou directeur général. Donc, c'est autre chose que TNS. C'est différent. Parce que là, vous cotisez à la sécurité sociale classique. Et lorsque vous prenez une rémunération, il faut faire une fiche de paye. En termes d'avantages, on y a déjà aussi également un petit peu répondu. Hein. Forcément, c'est le patrimoine qui est distinct, la souplesse des statuts, donc on l'a vu là dans les caractéristiques, et les dividendes, là par contre, sont non soumis à cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant la prise de dividendes en SAS et SASU. C'est vraiment voilà, une optimisation à faire entre rémunération et dividendes, et l'expertcomptable.com est là pour vous conseiller par rapport à ça également. En termes d'inconvénients, la création est potentiellement plus élevée si vous voulez personnaliser vos statuts. Et le coût des cotisations sociales liées au statut de mandataire social, d'assimilé salarié, est plus élevé qu'en URL. En URL, j'avais abordé un taux de 40%. Là, en SASU, on est plus sur un taux de 75%. Donc, 1 000 euros net dans votre poche, ça va coûter 1 750 euros à la société. Bien sûr, la couverture n'est pas la même, forcément. Vous payez moins de cotisations sociales, vous avez moins de droits au final. Ça paraît logique. Donc, voilà par rapport à la SAS et à la SASU. Donc, on va voir quels sont les impacts en termes de responsabilité des associés, de régime fiscal et statut social du dirigeant entre une entreprise individuelle et une société. Alors, entreprise individuelle, pour récapituler, le patrimoine est confondu. Société, le patrimoine est distinct. Les impacts au niveau du régime fiscal, selon si vous êtes à l'impôt sur le revenu
ou l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a plusieurs modes d'imposition. L'impôt en entreprise est toujours calculé sur le bénéfice et il y a deux modes d'imposition. Donc, soit impôt sur le revenu, soit impôt sur les sociétés. Donc, on voit par rapport à l'imposition sur le revenu, en entreprise individuelle, en EIRL, qui est une entreprise individuelle à responsabilité limitée, il faut faire une déclaration d'affectation du patrimoine. En EIRL et en SARL, de droit, on est imposé à l'impôt sur le revenu, sauf SARL, SAS, SA, où là, vous êtes imposé de droit à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est ce que vous voyez sur le tableau. Une option est possible pour l'impôt sur les sociétés. Donc, en entreprise individuelle, c'est impossible d'être à l'impôt sur les sociétés. En EIRL, là, vous pouvez faire l'option sur l'impôt sur les sociétés. En EIRL également. Et en SARL, SAS, SA, là, c'est l'inverse. De droit, on est imposé à l'IS, mais on peut faire une lettre d'option à l'impôt sur le revenu. Et également, vous voyez sur la droite du tableau les durées de l'option. Donc, par rapport à ça, donc, non irrévocable, si le choix est fait avant le 6e exercice pour l'EIRL, pour l'EIRL, c'est la même chose. Et en SARL, SAS ou SA, si on fait l'option pour l'impôt sur le revenu, elle est limitée sur une durée de 5 ans et après, on repasse à l'impôt sur les sociétés. Pareil, si ça, c'est pas assez clair, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent qui est là pour y répondre. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Alors, le régime fiscal de l'impôt sur le revenu. Donc là, vous avez devant vos yeux un petit schéma qui permet de visualiser de manière beaucoup plus claire comment est imposée une structure sur l'impôt sur le revenu. Alors, on prend le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des prestations que vous réalisez. On déduit toutes vos charges et on déduit les cotisations sociales du dirigeant. Ça vous donne un bénéfice ou un déficit, dans le pire des cas, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et les cotisations sociales, elles, sont bien sûr calculées sur le bénéfice et le déficit. Donc c'est pour ça que vous avez la petite flèche qui remonte, qui sert de base de calcul. Au niveau de l'impôt sur le revenu, lui, il est calculé directement sur le bénéfice. Donc on voit que l'impôt sur le revenu, en termes d'optimisation, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc également, petit point à prendre en compte, c'est que le salaire du dirigeant n'est pas une charge quand vous êtes à l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que vous avez l'obligation pour certifier vos comptes de souscrire à un centre de gestion agréé ou un expert comptable comme l'expertcomptable.com qui lui est titulaire du visa fiscal. À présent, on va voir ce qu'il en est par rapport à l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, c'est le chiffre d'affaires auquel on vient déduire ses charges, auquel on vient déduire son salaire, sa rémunération de dirigeant. Donc, ça rentre en compte dans le bénéfice. Les cotisations sociales sont non pas calculées sur le bénéfice à présent, mais directement sur notre rémunération, ce qui donne un résultat fiscal. Le résultat fiscal, c'est la base d'impôt sur les sociétés, c'est ce qui sert de base à l'impôt sur les sociétés. Et enfin, vous payez l'impôt sur les sociétés et ça vous donne votre bénéfice après impôt. Et là, à ce moment-là, plusieurs choix possibles, soit la prise de dividende, soit le laisser dans la société. Et ce qui est intéressant à l'impôt sur les sociétés, c'est d'avoir cette possibilité d'optimisation de résultats, d'arbitrage entre rémunération et dividende. C'est toujours intéressant. Alors, ici, sous vos yeux, vous avez les différents taux d'impôt sur les sociétés qui sont applicables en fonction du bénéfice. Donc, de 0 à 38 120, vous êtes imposé à 15%. De 38 121 euros à 500 000 à 28%, et ce qui est au-delà, 31%. À savoir que si vous dépassez une tranche, vous n'êtes pas imposé sur la tranche totale. Par exemple, si vous êtes à 50 000 euros de bénéfice, tout ne sera pas 28%. Il y aura bien les 0 à 38 120 à 15%, et le reste seulement sera imposé à 28%. Ça marche comme un impôt sur le revenu. Alors, au niveau des impacts du statut social. Donc, selon la forme juridique, le dirigeant n'a pas le même statut et ne dépend pas du même régime. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, précédemment, entre les travailleurs non salariés et les assimilés salariés. Donc, quand on est TNS, on est adhérent à la Sécurité sociale des indépendants, donc la SSI, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, au niveau de la base, pour l'impôt sur les sociétés, c'est rémunération plus dividende, et pour l'impôt sur le revenu, c'est les bénéfices.
Au niveau des fiches de paye, il n'y a pas de fiche de paye. Quand on se verse de la rémunération en TNS, il n'y a pas de fiche de paye, c'est vraiment des versements. Et la rémunération totale est constatée seulement à la fin de l'année civile. Et les cotisations sont appelées l'année d'après. Donc, il y a toujours une régularisation. Ça marche un petit peu, si vous voulez, comme l'EDF, où vous payez des acomptes. Et une fois qu'ils connaissent votre consommation sur l'année, eh ben, ils vous font une régularisation. Ça peut être une analogie qui est plus parlante. Au niveau de la déclaration et du paiement, donc je vous l'ai dit, c'est annuel, forfait plus régularisation. Quand on est assimilé salarié, donc mandataire social, là, au niveau de la caisse, c'est la sécurité sociale, hein, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, au niveau de la base, donc à l'IS ou à l'IR, on prend toujours le brut du bulletin pour ses cotisations sociales. Il y a une fiche de paye à faire en tant que président ou directeur général, donc assimilé salarié. Et là, les déclarations et paiements de vos cotisations sociales sont faites mensuellement ou trimestriellement selon les caisses. Donc, rien que le fait que vous fassiez que les déclarations soient faites mensuellement ou trimestriellement, c'est beaucoup plus facile à suivre en termes de gestion de trésorerie et on est beaucoup moins sujet aux petits pièges de la régularisation que lorsque l'on est TNS. Donc voilà, ça peut être sympa par rapport à ça. Alors, quels impacts? Donc attention, petit disclaimer, en TNS, la couverture est moindre pour la prévoyance, donc il faut mettre en place des contrats complémentaires. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Forcément, on est sur 40% de cotisation contre 75%. Donc, TNS ou assimilé salarié, forcément, la couverture est moins bonne. Donc, on peut mettre en place des contrats complémentaires Madelin pour arriver à un même niveau de protection sociale. Mais en ajoutant ces contrats complémentaires, on voit qu'au final, on arrive pratiquement sur le même coût. Donc, c'est pour ça que là, c'est intéressant de se poser la question si vraiment c'est intéressant de passer en URL ou en SASU. Et l'expertcomptable.com est là pour vous guider par rapport à ça. Surtout, il n'y a pas de souci à se faire. En TNS, la petite problématique qu'il y a aussi, c'est par exemple, si vous ne prenez pas de salaire, il y a toujours des cotisations sociales minimum à payer. C'est un forfait de base. Donc, 1 000 € par an quand on a une exonération ACRE, donc quand on est créateur d'entreprise, et sans l'exonération, c'est 3 000 €. Donc, c'est pour ça, là, par exemple, vous touchez les indemnités Pôle emploi, vous ne souhaitez pas prendre de rémunération, l'EURL, étant donné que vous allez quand même payer des cotisations minimum, est-ce que c'est le plus judicieux? Je ne pense pas, mais encore une fois, on sera là pour rentrer plus dans le détail avec vous si vous le souhaitez. Le régime du micro. Alors, le régime du micro, c'est tout simplement l'auto-entreprise. Donc là, c'est assez limité en termes de structure juridique, dans le sens où les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés directement sur le chiffre d'affaires encaissé. Il n'y a pas d'obligation comptable et on peut avoir la franchise en base de TVA. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, de 0 à 35 000 € de chiffre d'affaires, comptablement, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à déclarer votre chiffre d'affaires trimestriellement. Et de 35 000 à 70 000, là, vous tombez automatiquement en TVA et vous allez devoir faire des déclarations de TVA. Par contre, en régime micro, en auto-entreprise, ce qui est assez limité, c'est le plafond. C'est-à-dire que si vous dépassez 70 000 € de chiffre d'affaires, vous allez dépasser le plafond de l'auto-entreprise. Donc, c'est vraiment limité en termes de chiffre d'affaires. Et ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on ne peut pas déduire ses charges sur l'auto-entreprise. Donc, c'est assez contraignant par rapport à ça. Alors, c'est ce que je disais précédemment, où là, vous avez tous les seuils par rapport à la micro-entreprise. Donc, prestataire de service, par exemple, jusqu'à 70 000 €, on peut être en régime micro. Pour la TVA, donc de 0 à 33 200, j'avais dit 35 000 parce que c'est le seuil haut, on est sans TVA, on est en franchise en bas. Au-delà, forcément, on passe en TVA. Et après, on bascule automatiquement sur le régime de l'entreprise individuelle si on dépasse les 70 000 €. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'auto-entreprise, elle n'est pas forcément intéressante. Ça dépend vraiment de votre chiffre d'affaires et de l'activité que vous allez faire. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions à Laura. Donc, je pense qu'elle y répond. Je l'entends faire, donc ça ne va pas poser de soucis. Mais ce récapitulatif, vous l'aurez également dans le lien qu'on vous enverra. Donc, il n'y a pas de souci, vous arriverez à retrouver les infos.
Alors, c'est la fin de ce webinaire. Donc, j'espère que je vous ai éclairé sur pas mal de points, notamment si vous êtes créateur d'entreprise. Comme je vous le dis, vous allez recevoir le replay du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, c'est vraiment pas grave. À savoir que nous, on est là à votre disposition pour répondre encore à vos questions pendant quelques minutes. Surtout, ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. On peut en discuter au téléphone hein, si vous avez un projet de création ou si vous souhaitez un suivi de comptabilité. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. Hein. Vous posez un rendez-vous à Laura, enfin vous lui demandez un rendez-vous et on pourra organiser tout ça. Alors, sachez que sur l'expertcomptable.com, c'est un cabinet qui est vraiment spécialisé freelance. Donc, tout ce qui est prestataire de services, conseiller informatique, conseiller en entreprise. Et on utilise des outils innovants par le biais d'applications pour gérer votre comptabilité. Donc, qui sont développés exprès pour ce type d'activité. C'est vraiment voilà, notre spécialisation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Chez nous, la création de la société est offerte et on propose le suivi comptable à 99 € hors taxe mensuellement. Donc, surtout, ne pas hésiter à venir vers nous si c'est si vous avez un projet de création. On sera là pour vous guider par rapport à tout ça. Donc voilà, c'était la fin de ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, au revoir. Merci à vous.